Je me suis fait virer de mon université devant le truc de YC. Et en fait, il est tellement parti dans les étoiles qu'il a levé un round de 15 millions avec Andreessen Horowitz. Et elle se fait arracher le bras et elle tombe par terre. En fait, la vie privée, en moyenne, les gens n'en ont absolument rien à foutre. Premier modèle-là, il nous a coûté entre 200 et 300 000 dollars. Et quand l'audience a plus de 40 ans, à 98%, les gens ne captent pas que c'est l'IA. Un like d'un mec sur LinkedIn qui m'a renvoyé vers un repo GitHub qui avait 0 star, qui nous a fait gagner 6 mois de taf. Alors, je crois que le deal, c'est qu'ils vont prendre les 100 premiers milliards de bénéfices et après, ils rendent l'equity. Des centaines de milliers d'euros de bénéfices par mois, voire des millions, avec du contenu porno, de la fee trading, de la fee casino. Bienvenue sur Open Source et on est de nouveau avec Brivael. Merci beaucoup d'être là. On a fait un premier épisode avec lui sur YC. Si t'as pas pu le voir, on te met évidemment le lien en description. Et aujourd'hui, on le reçoit de nouveau pour parler maintenant de sa boîte, Argile AI. On va en discuter. Et on a la chance d'avoir du coup l'un des rares Français. On a cru comprendre que ça faisait partie des 150 boîtes qui ont eu la chance de pouvoir faire YC. Et on va du coup aujourd'hui diguer sur le produit, comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, sur un marché qui est très concurrentiel, donc ça va être ultra intéressant de pouvoir voir les valeurs qu'on peut en ressortir et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez appliquer ça à vos business, vos SaaS, startups et autres. Donc on est parti. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu as la forme? Bah écoute, trop bien, merci de m'accueillir pour ce deuxième épisode. Le premier est très très cool. Ouais, Magnifique. c'était cool. Absolument. Est-ce que du coup, on peut start comme d'habitude? Est-ce que tu peux nous pitcher Argile rapidement, mais tu as déjà fait une petite preview, nous repitcher Argile pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ouais, donc en gros, Argile, c'est une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de pouvoir scaler leur contenu, donc pouvoir créer 10 fois plus avec 10 fois moins de temps. Nous, notre test, c'est que entre 50 et 80% du contenu va être généré par IA. Enfin, on commence à le voir d'ailleurs sur les réseaux ces derniers mois et qu'on est encore vraiment dans une phase balbutiante. Et donc, l'idée, c'est vraiment de fournir un écosystème aux créateurs de contenu qui puissent vraiment partir de l'idée à la vidéo montée et éditée, qui puissent poster directement sur les réseaux. Voilà un peu le pitch d'Argide. C'est vrai qu'on arrive à un truc là quand même où les gens savent plus trop si c'est de l'IA ou Ouais, Sora 2 a été la c'est vrai que je me première fais avoir des accès fois, que même j'ai moi eue. des fois je me fais et je me dis: «Ah ouais putain là c'est pas de l'IA, OK. Ah là Ouais, c'est de l'IA. Ah les bâtards», tu vois? bien cherry pick, c'est quasiment, tu as certaines vidéos de Sora 2 là. J'en ai vu une hier sur Twitter. C'est une meuf qui se fait arracher, qui est en train de filmer un lion et elle se fait arracher le bras et elle tombe par terre. Et tu as des milliers de commentaires derrière qui se disent: «Oh putain, enfin vraiment je» et nous on a testé aussi, ça c'est une stat extrêmement intéressante, c'est qu'on run des comptes sur TikTok sur des niches particulières et on fait par exemple des comptes qui vont parler d'un sujet bien précis et quand l'audience a plus de 40 ans, à 98%, les gens ne captent pas que c'est l'IA. Ouais, ouais. Et à tel point que enfin, moi j'ai reçu donc j'ai fait des comptes de meufs, par exemple, qui parlent de sujets d'actualité, et cetera, avec un prisme bien particulier. Et j'ai reçu des MP, ouais, t'as raison, voire même, il y a même un mec qui m'a demandé si j'avais un Vinted. Enfin, vraiment, tous les débordements que tu peux avoir quand tu es une meuf créatrice de contenu. Et donc, je sais pas si c'est le cas aussi sur la tranche 15-30 ans, mais en tout cas, sur les plus de 40 ans, c'est déjà même un truc qui est objectivement de l'IA, ils le voient même pas, en fait. Ouais, ouais. Moi les fois où je me suis fait avoir, c'est sur les vidéos en noir et blanc, tu sais, en caméra de surveillance où tu as des Mmh. animaux qui tu vois ces vidéos-là? Ouais. C'est là Ouais, que Ouais, je me suis fait très avoir des bien. fois. Je vois très bien. Et tu vois? Et je me dis: «Putain, si moi qui suis autant à l'affût sur internet», enfin moi je pense que je suis vraiment la dernière personne, sur terre à pouvoir capter que ça c'est de l'IA ou c'est pas de l'IA, tu vois? Je me dis: «Si moi là je me fais avoir, c'est chaud», tu vois? Genre vraiment je me dis: «Ah ouais là on rentre là c'est vraiment» avant je captais tout le temps quand c'était de l'IA et tout, mais là vraiment je sais pas depuis quelle IA qui est sortie, comme tu as dit je crois que c'est Sora 2. Là, vraiment, les vidéos, je me fais: «Ah ouais, c'est ouais, c'est» je rigole comme ça, tu fais: «Ah putain, mais si on sait plus dissocier le réel du réel, ça va devenir un bordel, quoi». J'ai pas mal réfléchi sur le sujet et au final, vu que le fait de pouvoir faker de la vidéo, c'est tout récent, tu vois, avant, tu voyais une image photoshopée. Le premier réflexe, si tu vois que c'est un peu bizarre et que c'est étonnant, le premier réflexe, ça va être de te dire: «C'est photoshopé» et vu que sur la vidéo, bah, en fait, c'était infalsifiable, enfin, l'audio et la vidéo, c'était infalsifiable, on est encore dans cette phase où on se dit, «Putain, on se fait berner» et cetera.
Moi, ma thèse, c'est que peut-être pas la vieille génération, mais en tout cas la génération, les 15, 35-40 ans, on va avoir une sorte de réflexe a priori où en fait, si le truc est étonnant, de base, on se dira: «C'est de l'IA» et après tu vas aller vérifier les sources et il suffit que tu crosses l'information et au bout d'un moment, Mmh. en 2 minutes, tu peux vérifier si une Mmh. vidéo est réelle ou pas. Par contre, Voilà. les photos, c'est vraiment très réaliste quand même, hein. Les Ouais. photos, il y a un prank là, j'étais en pleurs, il y avait une traîne, un prank. C'est genre, tu prenais une photo de toi dans le salon ou enfin de quelqu'un que dans le salon dans ton salon et genre tu faisais croire que c'était tu lui mettais des habits d'SDF avec l'IA et tout et tu à ta daronne et tu disais: «Maman, il y a un SDF dans le salon, et qu'est-ce que je fais?» et cetera et en fait, tu envoies une suite de photos à ta daronne comme ça, le SDF qui dort dans la chambre: «Maintenant, il dort dans la chambre, qu'est-ce que je fais?» et tu vois la daronne qui pète les plombs: «Appelle la police et tout» et c'est tellement drôle, genre vraiment, Il y c'est, en a un qui a pleuré, c'est avec, Projet X. Pareil, c'est un gamin, il écrit à son daron, ils sont partis en vacances et il dit: «Bon, ah désolé papa, ce week-end j'ai loué la maison» et en fait, il y a un script où il envoie, je sais pas, une suite de 10 images faites avec de l'AI et en gros, dans la dernière, c'est vraiment il y a la bagnole de la daronne qui est dans la piscine et le daron qui dit: «Bouge pas, j'arrive tout de suite, papa, il y a la» mais c'est vraiment extrêmement drôle, c'est extrêmement drôle. les prends comme ça, j'étais en pleurs. Non, Mais mais de je toute trouve façon, genre qu'on l'IA, en contenu comique, c'est là où c'est le plus fort. ouais, ouais, C'est trop fort ce qu'ils font. c'est incroyable, ouais. Contenu comique, c'est trop Ouais fort. et c'est ouf comment ça marche bien sur les réseaux quoi, l'IA. Enfin les Ouais. contenus IA, Bah, c'est dingue. tout le débat, il y a encore d'ailleurs cette narrative-là de se dire: «Ouais, mais la trust. Ouais, mais ça va pas marcher parce qu'il y a pas de c'est pas authentique» et en fait, je pense que ça, c'est un peu comme, j'aime bien c'est Peter Thiel qui pose la question à chaque fois qu'il voit un entrepreneur et il dit: «Qu'est-ce que tu as compris que les autres n'ont pas compris, qui va te donner un edge?» et ce qu'avait compris Zuckerberg, ce qu'a compris Google, par la suite aussi au début des années 2000, c'est qu'en fait, la vie privée, en moyenne, les gens n'en ont absolument rien à foutre. C'est dur à dire, mais on a créé RGPD et cetera, mais en fait, si les gens avaient réellement, quelque chose à foutre de leur vie privée, ils auraient ça ferait longtemps, si c'était réellement un sujet, ça ferait longtemps qu'on arrêterait de partager toute notre life sur les réseaux et que oui, ça peut être un sujet, extrêmement, important pour certaines personnes, mais en moyenne, les gens n'ont pas spécialement de crainte à partager leur réseau. Je pense que le sujet du content, c'est un peu pareil. Tu as plein de gens qui vont se dire: «Ah ouais, mais quand je regarde un contenu, je veux de la trust et de l'authenticité». Mais moi, ma conviction, c'est que ce qui compte, c'est le storytelling et la valeur perçue. Et Mmh. d'ailleurs, tu regardes, tu as plein de chaînes faceless qui marchaient déjà avant l'IA et tu peux t'attacher à un personnage qui a été créé et qui est fictif et tant que tu es pas là pour tromper la personne, je pense qu'en fait, contenu IA ou pas IA, c'est un faux sujet et du coup, tu vas avoir des mecs qui vont utiliser leur personal brand et qui vont utiliser l'IA pour faire, 100 fois plus de content. Tu vas avoir des mecs qui vont créer des personnages de toutes pièces. Les gens sauront que c'est de l'IA, mais ils s'en foutent parce qu'ils s'attacheront à ce personnage-là et que du coup, ce débat d'authenticité, c'est un faux problème, en fait. Tu penses quoi en sales toi, Alexis? Tu veux dire sur le fait de prendre des calls? Ouais, non, mais en sales, genre, parce que la trust, c'est relié, à la vente et et moi, tu vois, personnellement, genre et même si tu regardes les chaînes de faceless, une chaîne de faceless fait de toute évidence moins d'argent qu'un mec qui est en personal branding, tu vois? Quand tu vas vendre de l'infoproduit, des choses comme ça, quand tu vas développer de la personal brand pour vendre, du peu importe ce que tu vas vendre, tu vois? Et et la confiance, c'est de toute évidence, quand tu parles de trust, c'est de toute évidence relié directement à la vente. La vente n'est qu'une question de confiance et qu'est-ce que tu en penses toi au niveau de la trust? Tu trouves qu'il y a Non, bah, en fait, si tu veux, ce que tu dis dans le fond, c'est vrai, mais le seul sujet, c'est à quel point ce que tu perds en trust quand tu fais de l'AI ou du faceless, tu le gagnes en volume que tu peux faire. Mmh. ouais, Et la réponse, c'est que très souvent, c'est available, en fait. ouais. Et que si tu es capable, si tu perds, 10 de taux de conversion, mais que tu es capable de faire 100 fois plus de contenu et avoir 100 fois plus d'audience, bah, il y a pas de débat, tu vois? Et en fait, c'est juste ça, mais moi, c'est pour ça que ça m'intéresse même. J'aimerais savoir, je suis curieux d'avoir ta vision sur, tu vois, tu prenais le parallèle avec la partie photo où en gros, bah, on est passé d'un monde où on avait que des photos qui étaient réelles, à un monde où il y a eu beaucoup de photoshopés, qui arrivaient. Mais pour autant, j'ai la sensation que dans ce monde-là, il y a encore une vraie valeur qui est mise sur l'authenticité de la photo, tu vois? Tu sais,
des belles photographies, des belles images qui sont capturées au bon moment. Il y a quand même, je trouve, un attrait humain spécifique à l'authenticité. Et qu'est-ce qui fait que ton bête, il soit différent sur la vidéo potentiellement, que ce que a priori s'est passé, sur la partie photo, de ton côté? Je pense qu'il y a des formats qui resteront, qui vont pas disparaître. Typiquement, le format qu'on a là, c'est très difficile. Tu vois, je crois pas trop au podcast, full AI. Parce que du coup, ça recrache une espèce de moyenne ChatGPT, ça va regarder tous les podcasts, ça va cracher un truc qui est un peu, tasteless. Les documentaires, pareil, tu vois? Quand tu regardes un documentaire, c'est que c'est quand même très ancré dans le réel. Moi, ma thèse, c'est que quand tu prends une vidéo short et que tu veux faire du storytelling, par exemple, heu, au final, ça a pas besoin d'être complètement connecté au réel et tu peux inventer des histoires entre guillemets, tu vois? Typiquement, tu veux faire une chaîne, sur, je sais pas moi, voyage ou truc comme ça. Tu pourrais très, très bien, prendre une influenceuse AI et storyteller et raconter, des voyages un peu fictifs. Genre, j'ai été à Bali et en fait, les lieux existent, en fait et du coup, cette frontière entre, AI et pas AI, pour moi, va être mixée et les gens vont juste, utiliser des personnages fictifs pour potentiellement, «sublimer le réel» entre guillemets, tu vois? Et je pense que l'erreur Mmh. aujourd'hui et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir si Sora 2, l'application, pas le modèle, va prendre parce qu'en fait, tu as un peu une prémisse cachée de Sora 2, c'est qu'il y a une vraie scission, un vrai silo entre le contenu IA et le contenu, non IA et nous, notre thèse, c'est qu'en fait, les 2 vont merger et tu vois, typiquement, il y a des formats qu'on veut, nous, on veut pousser, par exemple, réagir à de la news. Bah, en fait, tu vois, quand un journaliste, réagit à de la news et te fait un short de 1 minute et te raconte, je sais pas ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, en fait, le proxy du journaliste, sur le moment, tu t'en branles un petit peu. Ce que tu veux, c'est l'information Ouais, c'est vrai. et du coup, je pense qu'effectivement, tu as des formats où la trust, et l'authenticité vont rester et je pense que le sujet du sales, c'est au-delà je pense que les AI SDR ne marchent pas aujourd'hui. C'est pas parce que, pour moi, c'est parce que l'IA, n'a pas encore réussi à créer ce qu'est l'humain et finalement la vente, c'est de l'humain, c'est de la séduction et ça, l'IA est très, très mauvaise à faire ça. Mmh. Donc entre guillemets, tant qu'on n'aura pas des IA qui seront capables de vraiment se comporter comme des humains et pas juste mimiquer ce que fait l'humain, je pense que le vendeur qui va capter les micro-signaux et cetera, qui va appuyer là où il faut appuyer, ça, je pense que ça va rester. Mais parce qu'on a juste pas encore réussi à créer des modèles qui sont suffisamment convaincants et donc après il y a tous les débats sur est-ce que c'est un sujet des GI? Est-ce que c'est un sujet de faut qu'on crée des consciences de synthèse? Enfin bref. Là aujourd'hui l'IA est très, très bonne pour, répliquer ce qui a déjà été créé et du coup tu as plein de contenus en fait, typiquement la news c'est le cas, le storytelling c'est le cas, l'entertainment ça peut être le cas et du coup tout ça va être mélangé à mon avis et je pense qu'en fait on parlera même plus dans 5-10 ans, on parlera même plus d'IA entre guillemets. C'est en fait tu ce sera ça fera forcément partie du workflow, et les gens seront il y aura plus ces débats-là, quoi. Moi je pense que vraiment c'est des débats qui vont disparaître. Ils existent aujourd'hui parce que c'est nouveau, Mmh. mais ça va se diluer, quoi. OK. Ouais, je colle ça. Moi, j'ai eu un appel AI où j'ai été, surpris, du niveau dans le bon sens, mais c'était pas de la vente, c'est un appel de setting, de pré-qualif. En fait, ça qu'il faut faire comprendre, c'est qu'aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent des calls WhatsApp, pour, du booking sur des conférences, pour du setting sur différents trucs et tout, enfin surtout aux US parce que pour l'instant les modèles français ils sont pas bons, il y a des problèmes de temps de latence et tout. Mais moi ce que j'ai vu, aux US, c'est que ça fonctionne sur du setting, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que entre faire passer à l'action quelqu'un sur le fait de le faire avancer, dans, je sais pas, dans une chaîne de vidéo ou de le faire venir sur une réunion, entre ça et lui faire poser sa CB, pour l'instant, il y a vraiment, je trouve aussi une trop grosse il y a un trop gros edge sur la partie confiance que tu peux créer avec une IA pour que Ouais. ça fonctionne. Et en fait, même si à certains moments de l'appel, tu peux le faker, il y a toujours un moment où c'est tellement lourd en termes de compréhension qu'il y a en fait, il y a un truc qui fucked up. C'est souvent moi, ce que j'ai vu le plus, c'est le temps de latence. Temps de latence, enfin, des fois, genre, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas du tout cohérent. Et le problème, c'est qu'encore une fois, la vente, c'est la superposition de The perfect way, donc beaucoup de choses bien faites au fur et à mesure. Le problème, c'est que si dans cette chaîne-là, tu as un truc qui est vraiment trop chelou, bah, tu fais sortir le prospect de l'état de flow, en fait, et il sort de la fenêtre d'achat et là, tu es baisé. Donc Mmh. moi, pourtant, j'ai pris beaucoup de calls, AI pour voir ce que ça donne et tout, parce que je suis dans ce milieu.
J'en ai pas eu un seul, je me suis dit: «Lui, j'aurais pu mettre de l'oseille» et pour autant, je suis pas un prospect mass market français, qui eux, évidemment, sont à des années-lumière de ça et je m'interrogeais, tu vois, que sur un marché comme le marché US où quand même c'est beaucoup plus, pay forward et tout, genre il y a moins de galères de conversion et même là-dessus, en essayant d'adopter un peu cet état d'esprit, j'ai l'impression qu'on est encore loin du compte, quoi. Moi, en Donc call, ouais, sur la partie vente, ouais, c'est assez side. en partie vente, j'ai eu un truc où bon, moi, souvent, je m'inscris dans des webinars et cetera pour voir les funnels de conversion. Ça m'intéresse toujours, je m'intéresse toujours au marketing et cetera. Et à un moment, je m'inscris à un webinar, je reçois un appel, je sais pas, je pense 1 heure, 2 heures avant que le webinaire, un truc et une voix méga fluide: «Ouais, oublie pas Kylian, le webinaire commence dans nanana», raccroche. Et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, c'est une IA qui vient de m'appeler». Mais comme et en fait, c'est génial pour en rappel, il y a pas Ouais, d'interaction ça humaine, fonctionne tu très vois? bien. Il y a pas d'interaction humaine où je peux faire bugger l'IA, tu vois? Bien Genre elle sûr. a sa phrase, est-ce qu'elle elle est là pour me rappeler que le webinaire il arrive là dans 1 heure et c'était vraiment genre 10 secondes. «Ouais Kylian, n'oublie pas surtout que le webinaire il commence, je t'attends et tout machin». Raccroche C'est malin. et j'ai fait: «Là, c'est smart», tu vois? J'ai fait: «Là, Ouais, ça c'est smart». fonctionne très bien et Ouais, nous, on ouais. a plein de clients qui font ça et en fait, effectivement, ce qui fait que ça fonctionne, c'est que l'IA n'a pas besoin de faire d'interaction. Mmh. Tout le Mmh. sujet. C'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Du coup, tu as une phrase qui est ultra fluide, bonne énergie, catchy. J'ai pas trop de temps, on se revoit tout à l'heure, allez ciao, bam. Le Bah, mec il ouais. raccroche, tu dis: «Ah ouais, putain l'enculé, c'est lui qui m'a appelé», tu vois? Alors que non, c'est pas le cas. Ça fonctionne vraiment. Ouais. OK, cool. Écoute, je suis chaud du coup qu'on puisse rentrer un peu sur la partie product. Peut-être déjà 2 minutes sur comment l'idée arrive et du coup, comment tu développes, enfin, d'où vient cette thèse-là et d'où vient ce thinking de: «OK, ça a fonctionné, il y a encore de la place, il y a pas trop de monde sur le marché», parce qu'il y avait déjà du monde a priori, sur le marché, genre c'est un gros marché et après, sur la partie technique, comment on dev ça, les features, quels sont les features que vous mettez en avant pour que ça fonctionne mieux? Essaye de nous mettre un peu dans ce fameux appart dans lequel vous avez passé un peu de temps là pour commencer à dev l'histoire. Yes, avec plaisir. Alors en gros, donc la boîte, on l'a créée, donc la structure, derrière Agile, on l'a créée il y a à peu près, 3 ans et on avait pivoté au bout d'1 an et d'ailleurs, quand on a parlé de YC la dernière fois, il y a un autre truc qui avait joué beaucoup, c'était, le pivot qu'on avait fait et du coup, comment on avait réussi à bien, raconter la bonne histoire sur La pourquoi première on avait idée, c'était quoi? ce qu'on faisait, c'était une sorte de Zapier, OK. AI. Donc en fait, on a pour le coup, on était parti en pitch littéralement 2 jours après l'arrivée de ChatGPT. En fait, on avait buildé des apps, tu sais, les trucs d'AI avatar, images en octobre 2022 quand il y avait eu une énorme hype là-dessus et en fait, pendant qu'on avait buildé ça, on s'était rendu compte que c'était vraiment, il y avait zéro tooling pour bien, chaîner les modèles, donc les modèles de texte, les modèles d'images et la première version d'Argile et celle qu'on avait pitchée, notamment à Jean de la Roche-Brochard au tout départ, c'était, bah, en fait, c'est très technique dès que tu veux chaîner des modèles, dès que tu veux faire du fine tuning, et runner des flows et du coup, on s'est dit: «OK, on va faire un système de workflow un peu la Zapier mais pensé, GenAI first». On a sorti le proto, on a sorti l'app 2-3 mois après. On avait fait pas mal de croissance, on est passé de 0 à 70 000 inscrits en l'espace de 3-4 mois. Mais on était encore dans la phase où en fait les modèles de modèles texte ne marchaient pas suffisamment pour faire des workflows. Et en fait toutes les directions qu'on devait prendre, on devait verticaliser. Et en fait toutes les verticales, qui étaient possibles nous intéressaient pas et en fait au bout d'1 an, on a un peu arrivé à la conclusion de se dire qu'en fait l'idée, ça revient à ce que je disais la dernière fois sur on se voyait pas passer, 5-10 ans sur cette idée-là. Donc on s'est dit, plutôt mon cofondateur d'ailleurs qui est bien meilleur que moi pour faire ça. Vraiment on a burn the boat et on est reparti from scratch et on est reparti avec un framework de pensée qui était beaucoup plus, pragmatique, se dire: «OK, on veut pick un sujet qui nous fait kiffer, sur un marché qu'on pense, en croissance», donc en l'occurrence la vidéo et du coup on a choisi la créateur économie et la création de contenu de manière générale parce que, c'est un truc qu'on kiffait tous les 2. On avait tous les 2 fait des comptes TikTok. On avait monté à 15-20 000 abonnés, mais on n'a pas eu la résilience de garder la pace suffisamment longtemps et du coup, on a tous les 2 arrêté. Et du coup, cette pain, c'était un peu ça. C'était de se dire comment on permet à des gens qui ont des expertises sur n'importe quel sujet de pouvoir faire des shorts de 30 secondes à 1 minute méga simplement.
Et on est parti de cette idée-là et donc il y avait l'idée et après c'est comment, qu'est-ce qu'on crée sur ce marché-là? C'est quoi les opportunités? Et en fait, à l'époque, HeyGen venait de sortir son premier modèle, vidéo to vidéo où tu, mettais une vidéo de toi et après tu pouvais remettre un texte, voire un audio et ça te refaisait toi qui parlais. Il était Donc impressionnant celui-là, hein. ouais, bah, cette vidéo-là, en fait, nous, c'est un peu ça qui nous a trigger, c'est de dire: «OK, il y a un truc qui se passe sur la vidéo». Heu et du coup, c'était assez incroyable et ça ouvrait vraiment un champ des possibles assez fou. Et donc ça, c'est novembre 2022 et on se retrouve avec ces hypothèses-là, ce pivot et là, on fait un truc qui est, un peu déconseillé. On se dit: «OK, on regarde comment ça fonctionne. C'est quoi les modèles sous-jacents pour faire ça?» On lit tous les papiers de recherche là-dessus. Donc, généralement, en fait, tu vas avoir les briques open source, end to end que tu peux utiliser et après, tu as les papiers de recherche qui te montrent comment faire. Mais généralement, tout ce qui est, c'est encore le cas d'ailleurs sur ces technos-là, vu que c'est des technos qui sont un peu, «dangereuses» entre guillemets, il y a assez peu de trucs open source qui marchent bien et donc on lit tous les papiers de recherche et en fait, on passe, 1 mois à faire ça, à bricoler, à tester tous les modèles open source et en décembre 2022, on se commit sur un papier de recherche qui nous semblait être la bonne approche pour faire ça. Et quand tu veux faire de l'AI avatar, tu as 3 trucs à craquer. Le premier, c'est la photographie, que ce soit, tes dents, ta barbe et cetera. Le deuxième, c'est la synchro labiale, donc ce que tu dises corresponde bien avec le mouvement de tes lèvres. Et le troisième, un peu plus subtil, c'est le style expression. C'est-à-dire qu'on a tous un peu une manière de s'exprimer différente et du coup, tu dois faire un modèle qui craque ces 3 trucs-là à la fois. Et donc du coup, on a passé, 3 mois non-stop, on a fait que ça, à essayer de faire un modèle qui marchait. Et on a pris tous les shortcuts possibles. J'ai il y a par exemple, pour vous donner une anecdote, il y a un repo sur GitHub. Donc en fait, moi, je lisais tous les papiers de recherche, j'allais chercher, d'où l'esprit un peu hacker de Wacy qui a payé par la suite. C'est je regardais les LinkedIn des chercheurs pour regarder ce qu'ils avaient liké, parce que ça pouvait nous donner des pistes sur des technos, X ou Y. Et en gros, tu as un truc bien spécifique, un like d'un mec sur LinkedIn qui m'a renvoyé vers un repo GitHub qui avait 0 star, qui nous a fait gagner 6 mois de taf. Donc c'était, un truc en particulier dans la stack qui nous a fait, littéralement gagner 6 mois de taf. Et en gros, ce qui nous a permis de faire un modèle, quasiment state of the art en 3 4 mois. Et du coup, on s'est retrouvé avec ce modèle-là qui marchait bien. Et là, en fait, il y a eu tout s'est enchaîné. On a commencé à faire des vidéos avec, on a fait des faux deepfakes de, Mark Zuckerberg, d'Obama, de Mark Andreessen et on a fait pas mal de vues et c'est là où tout s'est enchaîné, en fait, donc on a relevé un tour et on est rentré à Waicy. Donc voilà un peu le contexte et la genèse de, pourquoi on a fait cette «boîte-là» entre guillemets et par quoi ça a été kick-off. Ah non, bah, c'est attends, c'est juste, du coup, ouais, pour comprendre en vrai, dans ce marché qui est enfin, dans ce second marché qui est un énorme bourbier, je trouve, ça dans tous les sens, il y a beaucoup d'argent qui est élevé. Vous, comment est-ce qu'on se différencie? Quelles sont les features sur lesquelles comment est-ce qu'on choisit les features premières qu'on a envie de mettre en avant? Comment, tu vois, dans ce gros brouhaha, dans ce bruit, on se dit: «OK, on va se focus là-dessus, 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 ça va être notre vrai cœur de bataille, on va essayer de se concentrer là-dessus, de faire ça bien, mieux que les autres», parce que ça prend beaucoup de temps et que c'est un travail qui est monstre, tu vois? Alors en gros, le pitch day one et ce qui nous a fait lever avec Ifi, c'est de se dire en fait: «Nous, ce qu'on veut produire, c'est la vidéo postable directement». Et aujourd'hui, on est encore dans cette phase d'ailleurs où, la majorité des apps, même Sora, Veo et tout, ça génère des shots. Et nous, notre vision et du coup, c'est une vision, qui est dure à faire sortir de terre, c'est de se dire en fait, tu rentres dans l'app et tu sors avec une vidéo que tu peux poster. Donc ça implique l'editing, ça implique, que tout soit bien synchronisé, ça implique les b-rolls, les subtitles, les transitions et cetera et cetera. C'est un bordel. Évidemment, c'est dur de faire sortir ça de terre directement. Donc en fait, on s'est dit: «On va y aller step by step» et donc la première version de l'app, c'était, un studio assez classique où en fait tu peux, créer une vidéo un peu montée d'une minute avec des shots de toi qui parles et on a commencé par ça au tout début. Et en fait, le truc qui est un peu tricky avec les boîtes d'AI aujourd'hui, c'est que tu dois en permanence naviguer entre, les poches de croissance court terme. Donc typiquement se dire: «OK, il y a un modèle, là maintenant il y a des modèles qui sortent toutes les semaines». C'est comment
comment tu peux connecter ça à ta vision long terme et ça peut créer de la valeur, court, moyen terme, sans tuer ta vision long terme. Ouais, ouais. Et c'est vraiment tricky parce qu'aujourd'hui, donc tu peux faire le play de se dire: «Au fait, en fait, on va faire que de l'intégration». Exemple Xfield, qui est une boîte donc qui a démarré en avril dernier et eux, ils font que de l'intégration, très verticalisée sur tous les modèles. Donc tu vas sur leur app, c'est que des interfaces très input-output et après ils ont fait un play de marketing où ils ont bourriné, comme jamais. Tu vas sur leur Twitter, ils font, 5 vidéos par jour, il y en a pas une qui fait, moins d'1 million de vues et ils ont fait une croissance de malade. Le sujet, c'est est-ce que c'est future proof et est-ce que tu crées un category player long terme là-dessus? Nous, on pense pas, parce qu'on pense que, un peu comme le texte, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2-3 ans, tu avais plein d'apps à la Copy AI, Jasper, qui étaient des trucs qui étaient très input-output et en fait, maintenant, elles se dirigent beaucoup plus vers des trucs, de copywriting, mais très intégrés avec toutes les étapes et du coup, c'est pas juste un produit très light, c'est un truc un peu plus long terme. Ouais. Donc pour répondre à ta question, c'est comment on choisit les features? Nous, notre tagline, c'est de enfin, la vision, c'est d'aider les créateurs de contenu à produire plus simplement des vidéos pour les réseaux sociaux, pas pour, l'interne, parce que c'est vraiment, 2 choses différentes entre faire des vidéos pour train des sales en interne dans une boîte enterprise et faire des vidéos, d'éducation sur TikTok ou d'entertaining sur TikTok, c'est pas du tout le même marketing, le même branding, les mêmes features. Donc du coup, on s'est dit: «On va pas aller chercher l'enterprise et on va se focus que sur ça au tout départ, quoi». Donc OK. donc voilà. Très clair. Et pour comprendre un peu, pour estimer ça, pour sortir, un en tout cas une première version valable, MVP, V1, V2, peu importe, mais ça prend combien de temps? Combien de personnes? À quoi ressemble l'équipe? Heu, ouais, il faut quoi pour sortir, une V1 d'Argile? Là, quand on a commencé, quand on avait pivoté à l'époque, j'avais un dev, ML et un dev, et 2 devs full stack, donc 2 qui étaient d'ailleurs des mecs qui étaient, mes stagiaires, puis après je les ai pris en freelance et on avait été extrêmement frugaux sur, la première levée de fonds et on a recruté notre premier CDI genre, littéralement 10 mois après le fait qu'on ait reçu le cash. Par contre, une fois qu'on a eu donc ça, on a mis pour faire le modèle, donc on était 3, on a mis à peu près, 3 mois pour avoir un truc qui marchait et ça, c'est un peu, c'était possible sur ces modèles ces générations de modèles-là parce que tu avais pas besoin de mettre, des millions de dollars sur la table, voire des dizaines, voire des milliards de dollars sur la table. Ce premier modèle-là, il nous a coûté entre 200 et 300 000 dollars, entre tu prends les salaires plus la data, plus les coûts de training GPU, c'était à peu près ces ordres de grandeur. Là, maintenant, sur les nouveaux modèles sur lesquels on traîne, on se base forcément sur on fork des modèles, open source. En fait, tu as déjà eu énormément de compute qui ont été investis et donc on avait mis, ouais, 3 mois et en parallèle de ça, on avait développé une app, donc un studio qui était très, très light au départ. C'était vraiment tu tapais du texte et ça faisait un text to speech, donc ça transformait le texte en audio et après tu cliquais sur generate et ça te faisait le truc. Mais ça, on a bossé en parallèle et on a sorti une première version de l'app en 3-4 mois, un truc comme ça. Ultra clair. Et donc là, juste, pour comprendre entre ce moment-là et aujourd'hui, on aime bien s'intéresser et savoir comment ça fait pour tourner, pour fonctionner. L'équipe, elle ressemble à quoi là? Vous êtes combien aujourd'hui? Là, on est 10, donc il y a, donc suite à la première levée, vu qu'on fait, du ML, donc en gros, en ML, ce que tu vas vouloir, c'est les mecs qui sont très forts en maths et très forts en data engineering. Parce que les modèles, c'est majoritairement que des maths, donc ton taf quand tu vas vouloir faire un modèle, c'est pouvoir comprendre les papiers de recherche pour pouvoir faire des optimisations, changer l'archi et après des mecs qui sont très, très bons en comment tu crées des datasets, plus ou moins grands, tu les nettoies pour train tes modèles. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant 1 an. Donc ça, on a 3 personnes côté, ML, data engineering et 3 personnes côté dev. Donc là, il y a 6 tech, 3 ML, 2 full stack et un iOS engineer qui bosse sur l'app mobile qu'on n'a pas encore sorti. Mais du coup, on reste, une petite équipe, Il y a pas intégrée. il y a pas de designer? Si, si, avec un designer. Là, je parlais vraiment que de la tech. OK. Avec un designer et après mon associé a un bras droit et on a un autre stagiaire aussi en plus. OK. OK. Donc ça fait Et je suis ultra intéressé par la partie, heu, ingénierie qu'il y a derrière. Comment ça fonctionne du coup? Donc les mecs qui sont en ML, ils se tiennent au courant des dernières mises à jour, des derniers programmes et comment l'intégration se passe, comment les améliorations, comment les optimisations se font?
Comment ça fonctionne un petit peu, ce truc-là? En gros, donc là, on vient de release notre nouveau modèle il y a à peu près, il y a à peu près 15 jours. Donc la différence fondamentale entre l'ancien modèle et le nouveau, c'est qu'avant, ça refaisait, les 3 quarts du visage. Donc c'était un il y avait pas toute la scène qui était synchronisée. Du coup, ces modèles-là, on a pu faire un truc from scratch et le workflow classique, c'est, tu vas prendre de la data. Donc en l'occurrence, ce que tu as besoin, c'est des paires audio et des vidéos et tu viens faire un modèle qui est capable de faire l'inverse après, de partir d'une vidéo et de, relip syncer la vidéo. Donc ça, c'était le premier modèle. Là, le nouveau, c'est, du coup, c'est un truc qui refait toute la scène, comme c'est les mêmes architectures que Sora 2, VO, et cetera, sauf que nous, notre modèle, il est vraiment spécialisé pour faire parler des gens. Ça veut dire que, du coup, on peut faire des modèles qui coûtent moins cher, qui sont plus cost effectifs, parce qu'on va se focaliser à faire une seule tâche. C'est, toi qui vas parler facecam avec l'intégralité du body qui est synchronisé. Et du coup, ça, les workflows, c'est, de partir d'un modèle qui fonctionne. Donc là, on est parti de modèles open source qui ne font pas ça initialement et après on rajoute énormément d'IP au-dessus, donc on vient les fine tuner, les distiller et cetera et cetera. Et une fois que tu as une première version, ce que tu fais, c'est que tu vas, un peu comme ce que ChatGPT avait fait au tout départ, c'est de venir recollecter de la data de prédiction qui marche mieux et de refine tuner après le modèle en récursif comme ça. Donc admettons, tu as, je sais pas moi, 500 000 vidéos qui ont été créées, bah, tu vas trouver un moyen, de demander aux utilisateurs: «Est-ce que ça, c'était mieux que ça?» Et en gros, ça te permet d'avoir un signal qui te dit, en fait, cette prédiction était meilleure et de manière récursive, ton modèle va être, de plus en plus accurate par rapport à la tâche que tu veux faire. Ouais, d'ailleurs, au niveau du training, Alexis, tu sais que la boîte qui a atteint le plus rapidement de l'histoire 500 millions d'ARR, c'est une boîte qui s'appelle Mercor et c'est une boîte qui, en gros, c'est un job board que c'est une espèce de Fiverr où les gens qui créent des IA vont sur Mercor et tu peux embaucher des gars, qui ont une compétence, par exemple des grands mathématiciens et cetera, des gens vraiment très quali, qui vont passer leur journée à train ton IA et à te donner du feedback, tu vois? Et ça, c'est la boîte qui a atteint le plus rapidement de toute l'histoire 500 millions d'ARR. Là, elle vient d'atteindre 500 millions d'ARR, c'est énorme, tu vois? Et c'est une plateforme où tu payes des gens et eux, ils ont leurs consultants, tu vois? C'est leurs consultants, de ce que j'ai compris et hem et je sais pas toi si tu utilises, Mercor ou pas pour traîner tes modèles, mais en tout cas, je trouve ça, hyper intéressant, quoi. Non, nous, on essaye de connecter, l'application en fait, l'application que tu fais d'ailleurs, ce qui est assez drôle, tu as un mec qui avait écrit un article qui disait: «Toutes les apps aujourd'hui AI qui marchent bien, ce n'est que des environnements de RL». Donc le RL, c'est renforcement de learning et donc RLHF, c'est renforcement de learning by human feedback. Donc c'est ce qui a fait que ChatGPT a bien marché. C'est qu'en gros, tu pars d'un modèle donc comment, les modèles, comme ChatGPT sont entraînés, c'est qu'ils avalent absolument tout internet et ensuite tu as une espèce de modèle brut qui crache du texte, mais qui est pas encore, qui parle pas comme un chatbot et en fait, ce qui marche bien, c'est de venir, faire des prédictions et demander à l'humain de se dire: «Est-ce que telle réponse est meilleure ou pas?» Et du coup, c'est ça qui a fait que ChatGPT, au tout départ, a bien marché et en fait, sur l'image, sur les vidéos, c'est exactement pareil. C'est que tu vas vouloir faire des prédictions et tu as un humain derrière qui dit: «Bah, ça, c'était mieux que ça» et comme ça te fait un dataset de plus en plus quali Ouais. et effectivement, tu as une autre boîte qui est connue aussi, d'ailleurs que Meta a racheté plus ou moins à 49 qui s'appelle Quel Scale.com AI? Scale AI. Mmh. Et pour la petite anecdote, donc Scale, ils ont fait YC Ah, ils ont fait et YC? ouais, ils ont fait YC, ouais. D'ailleurs, c'est un mec qui avait pivoté pendant le batch et eux, bah, c'est pareil, c'est comment, ils aidaient à faire toutes les pipelines de data engineering pour les gros providers et c'est comment, en fait, tu aspires la donnée, tu la nettoies et après tu vas apprendre cette data-là et OK. ce qui est marrant, c'est que Zuckerberg a racheté, du coup 49 Ah de ouais. Scale, pour le mettre à la tête du département, ACI de Meta. Ouais. Donc et il a été débauché les meilleurs chercheurs, Ouais, ouais. à échec, Ça donne astronomique. quoi d'ailleurs ce truc? Il y a plein de rumeurs, dans tous les sens, c'est extrêmement difficile à savoir parce que tant que enfin, ça prend tellement de temps à sortir quelque chose de SOTA qu'il suffit qu'ils nous sortent une dinguerie dans 6-12 mois. Mais en tout cas, en Ouais. tout cas, le pari que fait Zuckerberg et après la question c'est est-ce que ça fonctionne comme ça aussi? Est-ce que c'est juste une question de moyens
ou est-ce que ça va au-delà? Parce que est-ce que si tu pas la bonne culture potentiellement, exemple parfait, c'est Apple, tu vois? Ils ont cache illimité, pourtant ils ont pas réussi à faire, à produire des modèles SOTA. Ouais, C'est Catastrophique, compliqué de enfin. savoir qui va gagner, ouais. ouais, Mais même plus bas que ça, genre Siri, frère, c'est enfin, Apple, ça va pas du tout. ouais, ouais. C'est vrai Apple que non, non, mais genre Apple et Siri, l'IA, ça a jamais marché. Ouais, c'est c'est dur. catastrophique. Ouais, ouais. Bah, là, maintenant, il y a ChatGPT dans les iPhones, non? Ou c'est toujours pas arrivé ça? Ou Non, c'était mais c'est une galère, c'est une galère. En fait, faut demander à Siri de use GPT, dont en fait, tu as l'application, donc personne lui enfin, OK, c'est de la merde. C'est terrible, ouais. c'est terrible. C'est vrai la rumeur OK. dans la Silicon Valley qui dit que Mark Zuckerberg, il a eu de la chance et il est Bah, je pense que, ouais, j'avais entendu parler de cette rumeur-là. C'est qu'en gros, il aurait une espèce de complexe d'infériorité Mmh. sur le fait qu'en fait, il y a que Facebook qu'il a réellement réussi. Après, il Ouais, a fait que de la croissance externe en rachetant ouais, WhatsApp, Instagram, et cetera, et cetera. Après, la réalité, c'est qu'il a quand même fait des paris, notamment tu reviens, c'était quand? C'est en 2012, donc tu reviens 13 ans en arrière. Quand il rachète Instagram pour 1 milliard de dollars, tout le monde lui chie à la gueule et tout le monde dit: «Mais il est complètement fou». Enfin, Facebook faisait, je crois qu'il heureusement qu'il a commence racheté Instagram, hein? ouais, Instagram pour 1 milliard et c'était une boîte qui faisait, 0 revenu. Enfin, il a fait des moves quand même et tous les mecs que j'ai pu côtoyer, enfin, tous les mecs que je connais qui ont pu interagir avec lui, ils te disent que Zuckerberg, il est quand même au-dessus en termes de vision, d'exécution, de capacité à prendre des techs. Enfin, tu vois, typiquement, en 2006, quand Yahoo veut racheter Facebook pour 1 milliard de dollars et il se ramène en tongs au conseil d'administration et il dit: «Non, on n'est pas vendeur» et tu as 50 de la team qui se barre, dont son CTO. Parce que du coup, bah, en fait, tous les employés potentiellement étaient tous multimillionnaires et il dit: «Bah non, en fait, on va pas vendre». Ça, il faut quand même avoir des grosses balls et Ouais. avoir les couilles de faire ça quand tu as 21 ans. Je Il pense avait qu'il est quand 21 même ans à ce moment-là? bah, il était très jeune, ouais, 21-22 ans, hein. Il est né en 86, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. OK. Non, il est chaud, il Et est chaud. Il est chaud. mais Ouais. après, ouais, on aime bien, ouais, il y a Boudrago. Après que j'ai envie de te dire, s'il s'est construit ce truc-là, ça reste moteur pour lui, hein. Ouais, ouais, non, mais ce qu'ils disent en gros, c'est qu'il a eu de la chance parce que, ouais, ce qu'il a fait, c'est que Facebook et qu'il essaye de refaire. Mais ouais, là, en tout cas, ses lunettes, elles marchent bien, tu vois? J'ai l'impression que les lunettes qu'il a sorties là, tu sais, les lunettes Ray-Ban, dans le physique, pour l'instant, c'est les meilleurs, hein. Dans le Heu, physique, objet physique un peu connecté à l'IA et cetera, pour ouais. l'instant, c'est les meilleurs. Mais par contre, sur les modèles et tout, ils sont un peu, je sais pas, pour l'instant, ils sont un peu, enfin, moi, je old Ouais, ils school, sont quoi. très attendus là-dessus et le Ouais. problème, c'est que là, maintenant, avec la compétition chinoise, là, tu as un modèle là qui est sorti il y a quelques jours qui est littéralement passé au-dessus de d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est quasiment 10 fois l'impact de DeepSeek quand DeepSeek est sorti, en termes de performance et personne n'en parle. Je pense que, enfin, vraiment, tout le monde a acté que les modèles, c'est des commodités et là, maintenant, le state of the art, c'est plus les modèles privés, c'est les modèles open source et donc du coup, Meta voulait prendre cette place-là. Je ne sais pas s'ils vont réussir à convertir ça. Donc après, par contre, qui créent des produits, bien intégrés avec de l'IA dedans, ça, ils ont quand même énormément d'app consumer et ils pourraient réussir à trouver un bon truc. Par contre, sur le Play, on va faire les meilleurs modèles open source, un peu plus compliqué, ouais. OK. C'est quoi le nom du modèle? C'est, putain, faut que je te le retrouve, Kimi. Ouais, Kimi, c'est Putain, ça. j'en ai même pas entendu parler, tu vois? Moi non plus, c'est fou ça. Comment tu l'écris? KM KMI, KMI, aussi OK. simplement et je crois que c'est Kimi K2. Et personne en a parlé, non? Si, si, ça a fait, enfin, tu as un tweet qui a fait 6-7 millions de vues. Ce que je veux dire, c'est par rapport enfin, rappelez-vous quand DeepSeek est sorti, tu as Nvidia qui avait perdu Ouais, 15 de bourse. c'était Là, ce Kernel. modèle-là, enfin, c'est resté dans un domaine d'initié, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, bah, moi, j'en ai pas entendu parler. Moi non plus. OK, c'est quoi le business model? Pricing, comment ça fonctionne? Comment vous rémunérez? Comment ça fonctionne? Donc là, c'est un système de crédit, donc tu achètes, des crédits et tout coûte c'est assez dur aujourd'hui de faire, quelque chose d'autre quand tu as enfin, surtout sur la vidéo parce que ça coûte extrêmement cher, donc tu peux pas faire une sub où en fait c'est open bar et c'est illimité. Donc c'est assez classique, c'est tu as des subs, que tu payes, donc on a une sub à 39, une sub à 149 et tu as un nombre de crédits défini et
action coûte des crédits. Donc générer un audio, ça coûte des crédits. Générer une vidéo, ça coûte des crédits. Et Mmh. tout ce qui est vidéo editing, par contre, ça, c'est, on le facture pas. Ouais. Trop stylé. C'est quoi ta vision là-dessus? Tu pouvoir, switcher sur un truc, enfin, dans un mej quand les modèles deviendront moins chers, réussir à switcher sur un truc full subscription? C'est quoi ta vision sur le pricing et la REM? Je pense que, à moyen long terme, c'est à peu près sûr que ça va devenir des coûts marginaux. Je pense que les apps avec, cost credit based, c'est juste une anomalie, temporaire du fait qu'en fait les GPU coûtent cher. Mais une fois que après il y a pas mal de prémices cachées là-dedans. Ça voudrait dire qu'en gros, les modèles se cristallisent, qu'il y a plus, une augmentation de la taille, parce que là on est encore dans cette course-là et du coup, ça veut dire qu'à chaque fois tu as des meilleurs modèles qui sont potentiellement plus gros, qui coûtent plus cher à inférer. Donc en fait les coûts de GPU continuent à monter par rapport au modèle. Mais si demain, ça se cristallise un petit peu et que du coup, tu as des optimisations sur les modèles et tu as l'inférence qui coûte moins cher, je pense on commencera à rentrer dans des zones où ça devient viable économiquement de faire des trucs, subscription based ou alors tu fais ce jeu, tu lèves beaucoup d'argent, ce que fait OpenAI, hein, d'ailleurs, Mmh. ils perdent, je sais plus, là, je crois que les pertes estimées cette année, c'est 7 ou 8 milliards Mmh. parce qu'ils ont 14 fait le 000 14 000 ouais, 14 milliards. J'y suis Oussama, il dit qu'OpenAI, ils vont faire faillite. bah, il y a plein de la réalité, c'est que j'en parlais avec un pote tout à l'heure, je pense qu'ils sont en train de devenir too big to fail et que c'est pas impossible que, si vraiment ils sont à risque, que l'État américain trouve un moyen de les sauver parce qu'en fait, là, si demain, là, tu as OpenAI qui collapse, je pense que, vu que c'est un peu un totem, un peu comme tu vois, Mistral est un totem en France et que Bah, du coup, Mistral peut plus collapse parce que si c'est trop couplé à l'État en mode, c'est mmh, quasiment devenu un tête de gondole de l'État. Je pense que OpenAI aux US, j'espère pas qu'ils feront ça, mais on pourrait avoir ce qui s'est passé un peu en 2008 avec les banques, où en disant, bah, en fait, si OpenAI se crash, ça coûterait trop cher aux US de les laisser crasher, parce que du coup, ça validerait qu'ils sont en train de perdre sur l'IA et que du coup, le contribuable américain, mmh, viendrait sauver OpenAI, en fait. Et mmh, c'est très dangereux quand même. mmh. Mais là, ils veulent l'IPO à 1 000 milliards de valo avec une boîte qui a pas trouvé son business model. Mmh. Alors, tu vois, ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé pendant la bulle internet, sauf que là, ce serait concentré sur une boîte, quoi. Ouais, 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 ouais. Ils ont refait leur capi ça y est, ils ont tu sais, à la base, c'était un truc, Sam Altman, il était en mode: «Non, mais moi, je gagne pas d'argent, Ouais. moi, je moi, je fais ça pas pour l'argent». C'était une association à but non lucratif à la base quand même, Ouais, OpenAI, une hein, autre faut le profite, ouais. rappeler. Ouais, super drôle. Ouais, c'était Musk qui Et avait dit ça. non, c'est vrai! C'est à la base, c'était ça, c'est OpenAI, c'est une vraie association à but non Oui, oui, lucratif à la base. oui, oui, non, non, mais je sais, mais après il y a une histoire où Musk s'est fait sortir et c'est là où ça a commencé Oui, à oui, mais le problème, c'est que Microsoft, ils avaient investi je sais plus combien de milliards dans la boîte d'associations à but non lucratif. Sauf qu'après OpenAI, ça a explosé Dur. et quand ça a explosé, je crois, ils ont créé une autre structure. Sauf qu'après Microsoft, ils ont fait hop, 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 comment ça? Mais nana et je crois que là, ils ont trouvé un deal, ils ont refait leur restructuration où, bref, Microsoft sont contents, truc, ils sont contents, tout le monde est content, tu vois? Mais c'est marrant. Pas tant, hein, parce que je crois que tu as Satya Nadella qui a fait une sortie justement récemment, sur le deal, parce que je crois ils ont un deal extrêmement bizarre où en fait, C'est super heu, chelou. Microsoft prend, donc ils ont de l'equity dans OpenAI, donc je sais plus si c'est dans la Dans la profito dans la l'association à but non lucratif. et ils prennent, je crois que le deal, c'est qu'ils vont prendre les 90 ou 100 premiers 1 000 milliards de 100 premiers milliards de bénéfices et après ils rendent l'equity Ouais, et en fait, c'est un deal qui est très, qui est assez curieux et la structure de gouvernance d'OpenAI est assez particulière, ouais. ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est marrant sur les crédits IA, j'ai un pote qui a monté une app, concurrente à Call AI. Vous voyez ce que c'est Call AI ou pas? Mmh. C'est l'app qui a cartonné aux US, où tu prends et tu prends en photo tes aliments et ça te donne Tes tes calories, ouais. calories et bref, cette app, elle a eu 50 000 copycats, parce que c'est quand même une app, qui fait, presque 4 millions par mois là et il m'avait dit, «Si les gens utilisent vraiment l'app, je perds de l'argent». Genre, si il m'a dit en gros, si les gens utilisent normalement l'app, heu, si tout utilisateur utilise normalement l'app, plus de 50 des utilisateurs utilisent normalement l'app, genre ils prennent 2 fois en photo leur plat par jour, sur tout le mois, à plus de 50 des utilisateurs qui utilisent vraiment l'app, je suis pas rentable, tu vois? Et c'est ouf, hein, tu vois? Ça c'est l'oubli des abonnements, l'oubli des Ouais. c'est Ça ressemble beaucoup au business model des salles de sport et des ouais, box. ouais.
Ouais, Voyage. ouais, classique. Ouais, Ouais. ça, les box de voyage, gros, les comment ça s'appelle? Les Magic non, comment ça s'appelle? Smartbox Wonderbox non, Et Wonderbox, Wonderbox, ouais. mec. Bah, c'est Ça, Pierre c'est les Edouard boîtes qui sont rentables sur les oublis. Mais tu sais que je suis curieux, j'ai jamais réussi à trouver une vraie data valable sur 100 boîtes, il y en a combien qui sont utilisées? Ouais, ça doit être assez fou. Ouais. Je m'interroge, je pense que c'est vraiment, Mais vraiment, tu sais que le mec vraiment, qui a créé ça, il est milliardaire, hein? peanuts. Mais bien sûr, bien Ouais, sûr, bien sûr. Pierre Edouard c'était Scherer? Ouais, ouais, c'est ça. ouais. Mec, Débarque. je j'ai envie de prendre un bet là-dessus, mais je pense vraiment qu'il y a Tu penses qu'il y a pour beaucoup moi, de bots qui sont jamais utilisés? mais pour moi, Bah, gros, mais pour moi, si, c'est peut-être 20. Je pense qu'il y a 20 des box qui sont utilisés. Ah, ouais, qui Parce c'est qu'il y je suis a boss? d'accord. Ah ouais, OK. ouais, Et surtout que c'est très casse-couille parce qu'en fait, tu as des moi, on m'a offert ça il y a, pour le coup, il y a 2 ans et j'ai jusqu'à février pour l'utiliser et en fait, c'est des trucs genre saut en parachute, course automobile, enfin que des trucs comme ça et en fait, c'est loin. tu pas prioritaire et tu peux même réserver aussi des hôtels, mais tu pas prioritaire par rapport aux autres clients donc en fait, c'est frictionnel par nature et du coup, je pense que le cette friction-là, elle fait que, bah, en fait, tu dis: «Vas-y, je le ferai Ouais, plus tard» mais en fait, et tu c'est trop smart parce que c'est le truc le plus simple à acheter quand c'est toi qui offres et c'est le ouais. truc le plus dur à use quand c'est toi qui reçois. C'est Oui. c'est c'est un scam légal, frérot, c'est grave. C'est grave comme truc. OK. C'est bon, c'est bref. Comment, le go to market, comment ça s'est passé? Comment vous avez release ça? Les premières actions marketing, comment est-ce qu'on se met en avant? Est-ce qu'on utilise du coup le modèle avec, pour se mettre en avant? Est-ce que c'est du contenu? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Comment est-ce qu'on réalise ça, au début? Alors, en gros, quand on a, lancé le produit, on était vraiment en bêta privée. Donc en fait, on a lancé une bêta privée en avril 2024, et on a lancé le produit, réellement pendant OSI, donc juillet 2024 et donc en gros, le produit au tout départ était, extrêmement, brut. Et donc, comment on avait fait l'acquise? C'est, bah, contenu viral. On avait fait des vidéos. La première vidéo que j'ai fait, c'était une vidéo de Zuckerberg, qui réagissait au modèle open source de Grok, avec un ton un peu marrant, rageux et la vidéo a fait 1 million de vues et il y avait un petit filigrane RGLAI en bas à droite, ce qui a fait que, il y a beaucoup j'ai eu beaucoup de mecs qui sont venus sur la landing et à l'époque, on avait une waiting list et en fait, si tu remplissais des critères, on te mettait sur un calendrier avec mon associé et comme ça, en fait, on a signé pas mal de je crois que les premiers ers 2-3 cas de MRR, on les a fait comme ça, où en fait on vendait des deals early bird 50 et du coup c'était, tu payais, 700 balles upfront et tu avais droit à la plateforme et on était méga transparent en disant, «On est méga early, on a un peu, enfin il y a pas beaucoup de modèles là-dessus, vous allez avoir en exclu toutes les features et tout». Donc ça, c'était vraiment le tout premier go to market. Et ensuite, quand on a lancé le produit, majoritairement content, viral sur Twitter. Bon, je pense qu'on a dû faire 70-80 de l'acquise, en contenu viral sur Twitter, Au Insta avec des début. de quoi? Au début. Ouais, au tout début. Donc ça, c'était, je pense qu'on est monté à 20-30 000 abonnés juste en contenu organique comme ça. Donc c'était un peu, du spread avec un focus de se dire, en fait, tu peux, créer du contenu, pour ta boîte en tant que founder, et raconter une histoire et faire un short et le poster. Pour la petite anecdote, le produit qu'on a lancé était encore très, très bancal, donc il y avait une grosse barrière à l'entrée pour sortir une vidéo qui marchait bien. Mais vu que, le marketing était pas trop mal, du coup, on a réussi à trouver un équilibre là-dessus. Heu et là, de plus en plus, donc depuis, je dirais, depuis début janvier, c'est un mix de launch, à chaque fois qu'on peut faire un launch. Donc là, tu vois, le dernier launch qu'on a fait, c'est le modèle, fin octobre et je sais pas, j'ai dû faire, 500 000 vues sur mon tweet. Donc là, forcément, tu as un bump d'un coup. Et après, on teste les différents canaux, on teste pas mal mais encore à petite échelle, on teste, les ads sur Google. Heu, Marketing influenceur, on teste des campagnes bien ciblées. Quand on fait des launches, du coup, en satellite, on a pas mal de comptes qui repostent ces trucs-là. OK. Heu et après, vu on avait encore un play un peu horizontal, là, maintenant, ça commence un peu à vraiment pas se verticaliser, mais on commence vraiment bien à connaître nos ICP. Et tu vois, on a pas mal de clients, par exemple, ça va être des avocats qui ont envie de faire du content pour, promouvoir leur business. Des,
des cliniques, de médecins aux US qui ont envie de créer du contenu pour les réseaux et on commence vraiment à avoir cette espèce d'ICP bien précise. Donc là, on va commencer à vraiment focus le marketing sur des cohortes de gens bien plus spécifiques et on va tester, différents canaux, quoi. Mais voilà, on est monté assez, Full social media alors? ouais, full social media pour l'instant. OK. Très stylé. Et ça serait quoi un peu du coup, parce que ça le truc de lunch, c'est assez intéressant et c'est un truc qui est, commun à plein de business, mais aussi enfin qui est pas à la fois, partout pareil. C'est quoi toi un peu est-ce que tu as un ABC d'un bon lunch? Quelles sont les actions que vous mettez tout le temps en place sur, un release d'un nouveau modèle par exemple? Pour te Ouais. dire: «OK, je maximise, les prints et essayer de faire qu'il y ait du monde qui vienne quoi». Là, aujourd'hui, vu que quand tu as un modèle qui sort, c'est toujours essayer d'amener quelque chose de nouveau et de faire un peu un truc époustouflant. Typiquement, le plus gros launch qu'on a fait c'était en avril. On a fait un peu une vidéo dystopique où c'est une influenceuse qui parle en disant, «Salut, je m'appelle Célina, d'ailleurs, je suis complètement fictive et en fait, vous pouvez, créer, un avatar comme moi et me faire aller à la gym, aller à la plage, aller au resto» et cetera et du coup, il y avait un côté très, dystopique et on essaye de faire des contenus comme ça qui sont très impactants et mais ça, c'est un peu notre «patte» entre guillemets. Ce qu'on voit beaucoup sinon dans l'industrie, c'est de faire des démos, un peu techniques de ce que peut faire le modèle et ça après tu fais une vidéo de 30 secondes à 40 secondes et ça marche pas mal. C'est pas encore, je pense qu'il commence à avoir un peu une AI fatigue, mais ça continue à bien performer parce qu'en fait, ce que tu peux faire avec les dernières versions des modèles, là, il suffit que tu trouves un angle que personne n'a fait et ça devient très vite viral. Je pense que tu peux pas capitaliser là-dessus au long terme. Par contre, ça peut quand même te donner des bumps de croissance, assez significatifs, quoi. Donc, Et OK, trop stylé. Et qu'est-ce que tu penses de, par exemple, tu vois, release, des comptes Insta dans des trucs très spécifiques? Par exemple, tu vois, il y a des comptes Insta enfin, il y a un mec, je veux trouver ce gars-là, mais il est dur à trouver. C'est qu'en fait, là, il y a eu sur l'année dernière, genre une cinquantaine de comptes qui ont été release où en mode c'est, hem la première page qui te montre, et après tu as un truc en dessous, c'est soit, les crashs d'accidents, enfin les crashs de voitures, en direct, comment sont filmés les films, des bagarres dans la rue et en fait le gars, je pense que moi mon bet c'est que c'est un seul mec qui a, dupliqué ce système-là. Il a littéralement 50 comptes Insta qui sont tous à plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés et chacune de ces pages, c'est juste une vidéo par jour avec écrit toujours le même title, You finally find the page who shows nani nana et en dessous, juste un footage de ce qui est en train de se passer. Enfin, du truc qui est en train de se produire qui est, dans le même sujet et je me dis qu'est-ce que tu penses pour une boîte comme la tienne, se dire: «Vas-y, je prends, 20 sujets ultra, sexy, tendance et tout, on envoie une vidéo par jour là-dessus, on fait growth» parce que moi, mon thinking, c'est que en fait, réussir à avoir une vidéo qui est same time, une vidéo qui va entertainer assez, donc faire venir beaucoup de monde, mais à la fois être une ads et créer de la conversion sur ton produit, j'ai l'impression que c'est pas si facile à faire. Je trouve que ce middle way, il a l'air d'être dur à trouver, d'un point de vue création pure et dure. Qu'est-ce que ça serait de faire monter une dizaine de pages Insta avec que du contenu, qui est là pour partir viral et après via le compte Insta, donc via, la communauté que tu as créée, là, faire des CTA sur la partie création de contenu? Mais tu soulignes le truc exactement qu'on veut, donc en gros, quand on a pitché le truc aux investisseurs il y a 2 ans, tu peux définir le problème avec 3 silos. Le premier, c'est créer le content et ça, vu que nous, on veut pas juste créer une vidéo de 10 secondes parce que enfin, genre faire un shot sur Sora 2 et le poster, ça montre très, très vite ses limites. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de pouvoir, créer une vidéo montée, donc avec tout ce que ça implique et de pouvoir potentiellement créer ta personal brand là-dessus. Et ça, forcément, il fallait faire sortir de terre un éditeur qui, du coup, gère les captions, les transitions, parce qu'on veut pas que l'utilisateur, du coup, chaîne 15 outils parce que c'est clunky et c'est dur à scaler. Donc ça, c'est un truc qu'on vient, à peine de craquer parce que c'était assez chiant à faire sortir de terre, parce que, du coup, on a dû refaire littéralement un éditeur vidéo. Le deuxième sujet, c'est le sujet du content et c'est comment sur une niche donnée, par exemple, admettons, tu es un business, dans la médecine, dans le droit.
Bah, en fait, potentiellement, si tu veux faire de l'acquis sur tes domaines, tu as peut-être, je sais pas moi, 10 sujets connexes à ton business et tu vas créer des comptes comme ça qui vont être, bah, par exemple, tu vas raconter, les histoires, je sais pas moi, les plus grosses dingueries qu'il y a eu, sur les procès, tu vois? Et en fait, tu vas raconter des histoires intéressantes et à la fin, tu vas venir toujours ramener ton truc. Sur la médecine, tu peux faire de l'entertainment avec, je sais pas, je crois qu'il y avait un mec qui avait fait un dentiste qui avait fait ça, avec un gorille qui avait des caries et du coup, bah, derrière, il avait de la visibilité pour son cabinet et Solide. donc ça, c'est la partie quoi créer et ça, c'est pareil. Soit tu le fais à la mano, mais c'est dur à scaler. Donc ça, c'est le deuxième truc sur lequel on est en train de bosser et le troisième, c'est le posting. C'est comment tu automatises, 50 chaînes avec du posting auto, sans se faire flaguer par TikTok, et de se faire shadowban et du coup, c'est 3 silos différents. Nous, on est encore sur la phase créer la vidéo, entre guillemets «postable» et les 2 trucs qu'on veut tacler après, c'est la création de content et le posting auto et du coup, c'est là où en fait, on a un peu une vision, catégorie player. C'est-à-dire que dans le futur, vraiment, tu auras absolument tout qui sera, cousu de fil blanc OK, tu sais pas de quoi parler, on va t'aider. On va te créer ton système qui sera personnalisé par rapport à ton besoin et après on va t'aider à le poster, en fait et pour connecter avec ce que tu dis, moi, j'ai une conviction, c'est qu'en fait, la vidéo, ça va devenir le nouveau SEO. Tu vois, avant, tu faisais, 100 000, pages, tu vois, tu avais des métas de se dire, «Vas-y, je vais prendre des thèmes et je vais faire 50 000 pages pour être référencé en SEO». Ouais. En fait, je pense que tu vas avoir des mecs qui vont faire ça aussi sur des chaînes TikTok, Instagram, qui pourront amener soit vers un business de la boîte, voire même, si tu te dis: «Je vais créer un asset que je peux vendre à d'autres personnes». Admettons, tu crées je sais pas, tu as envie de te spécialiser sur, de la vente de, produits pour, les enfants et tu crées 50 comptes d'influenceuses qui parlent que de ça, tous les trucs Je de maman et cetera et cetera. Du coup, toi, en tant que créateur de contenu avant, bah, tu aurais dû créer «une seule chaîne» entre guillemets, bah, là, tu vas pouvoir, owner une flotte de 50 ou de 100 influenceurs sur une niche donnée et du coup, ça te fait un asset de malade mental que tu peux aller, vendre à des marques et en fait, c'est un peu notre vision, c'est que on va rentrer dans l'ère de management d'influence at scale entre guillemets, tu vois? Et du coup, et ça ça où c'est connecte. trop ouais, c'est trop intelligent et tu vois, c'est là où je me dis en gros que, ben, tu vois, l'image que ça peint, de notre futur, c'est flippant parce qu'en fait, quand tu regardes aujourd'hui le average time screen, daily, de notre génération, tu te dis avec le contenu qui est disponible, qui est à la fois il y en a beaucoup, mais à la fois, en fait, pas tant que ça par rapport à ce qui est possible de faire et là, quand on parle de programmes ou de modèles qui vont sortir des vidéos finies, montées, prêtes à être publiées, que de surcroît les modèles vont devenir de plus en plus accessibles, donc ça va encore scale le nombre de contenus qui est disponible. Moi, ma question, c'est quoi ton bet sur la consommation, tu vois? Est-ce que, parce que est-ce que du coup on va pas arriver à un moment où ça va être overcrowd, overcrowd, overcrowd et en fait, bah, toute personne un peu smart, quand aujourd'hui elle faisait une chaîne de personal brand, demain elle fera 150 comptes, elle enverra du contenu tous les jours et on va vraiment se retrouver 10 000 fois plus noyé que ce qu'on l'est aujourd'hui et que ça perdrait du coup un petit peu de sens? C'est quoi ton thinking, à ce sujet? Je pense qu'on est déjà saturé de contenu et vous avez suivi l'histoire de Clooney ou pas? Ouais, ouais, bien sûr, à fond. En gros, justement, sa thèse à lui, elle est assez intéressante. Il dit que en fait, il y a pas assez de contenu. En fait, il y a énormément de trash content, mais du contenu viral, il y en a pas tant que ça, en fait. Parce que tu vois, typiquement, tu vas sur Twitter, souvent, tu vas revoir les mêmes contents Ouais, c'est vrai. et du contenu réellement viral, on n'est pas submergé de ça. Donc, en fait, Tu il y a vois c'est encore. qui Alexis ou pas? Non, je crois pas que tu vois c'est qui lui, Non, non? non, 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 Ouais. je vois pas. C'est un mec, il est trop chaud. Genre, Ouais, c'est son histoire, bah, regarde son histoire parce qu'elle est assez intéressante. Pour il la est chaud. faire courte, il s'est fait virer de son université parce qu'il avait triché ou il y a une histoire comme ça. À Columbia, ouais. Ensuite, il a créé un soft et sa tagline, c'est «Cheat on everything» et il a fait une vidéo, extrêmement bien faite où en fait, il était en mode, «Je me suis fait virer de mon université devant le truc de YC». Et après il a fait des vidéos de launch extrêmement bien faites sur le côté, il était en date avec une meuf et en live, tu as plein d'informations et ça t'aide pendant ton date et en fait, il est tellement parti dans les étoiles qu'il a levé un round de 15 millions avec Andreessen Horowitz. Donc ça a fait beaucoup parler parce que le mec, il est extrêmement jeune, il a jamais monté de boîte avant mais par contre, il a compris qu'en fait,
Là, Il est aujourd'hui, le ouais, nerf de la guerre, c'est d'être visible. il est trop fort. Heu, Modulo, son discours est en train de s'affiner un petit peu. C'est qu'en fait, il a tweeté il y a quelques mois, il disait en fait, «Ça sert à rien de viser petit au tout départ parce que tu fais un truc viral, tu as 50 000 personnes et après tu peux faire ton produit». La réalité, c'est que ce qui est drôle, c'est que nous, on a fait ça et on a fait cette erreur-là et en fait, quand tu as 70 000, 50 000 ou 70 000 personnes de ton produit et que tu as pas d'ICP précise, c'est beaucoup de bruit et c'est très dur d'être focus. Et le mantra d'ailleurs de YC, c'est: «Fais un produit aimé par 100 personnes et après scale». Et là, tout récemment, là, il revient, il dit en fait, oui, le vecteur d'avoir de la place, enfin de créer un produit qui crée du cash et cetera, c'est Putain, la c'est drôle. visibilité et c'est le content. Par contre, faire un produit, bien fait, ça prend du temps et en fait, tous les mecs qui te tu tu il y a vraiment une grosse et nous, on l'a vu entre faire, 0 même, tu vois, même Lovable ou truc comme ça, faire 0 10 000 000 d'ARR quand tu t'exploses, c'est un sujet. Le deuxième sujet, de faire un produit qui est fiable, sur lequel tu peux itérer, sur lequel tu as une bonne feature engineering, Mmh, ça prend du temps mmh. et ça a pas encore «changé» entre guillemets, tu vois? Et il Ouais, je commence à s'en comprends. Mais tu vois, juste nous sur les enfin, moi, j'ai une boîte dans la vente et du coup, on collabore beaucoup avec des mecs qui ont des infoproduits et tout, et tu vois, genre, on voit aussi les dérives qu'il y a dans ce marché et oui, bien sûr que dans le fond, sortir un vrai produit solide, sérieux, ça prend beaucoup de temps et normalement, il faudrait faire dans ce sens-là. C'est que tu sors un bon produit et une fois que tu l'as, tu commences à le marketer, puis après tu grossis grâce à ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de mecs qui font, des centaines de milliers d'euros de bénéfices par mois, voire des millions avec, bah, du contenu porno, avec de l'affiliate trading, de l'affiliate casino. Tu vois, c'est 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 plus dans ce truc-là de genre là, dans, 2-3-4 ans, quand ce genre de modèles seront devenus une commodité, qu'est-ce qui va se passer quand tu as des loupards qui vont mettre, genre genre 400 comptes, et créer des la menace, bis, seconde et cetera et qu'en fait ça va créer des télégrammes de 4 millions de personnes où ils vont envoyer, enfin, où il y a un casino en ligne qui va faire je sais pas combien de dépôts, des mecs qui ont enfin, tu vois? J'ai l'impression qu'en fait, à ce niveau, comme on est presque en train de parler de plus l'infini, en fait, parce qu'on peut pousser la limite très, très loin sur la création de contenu avec ce genre d'outil qui est une vraie bonne nouvelle. J'ai l'impression que du coup, les quand un truc se passe mal, bah, ça va être du mal décuplé par quasi plus l'infini de facteurs et du coup, ça va être un vrai carnage, tu vois? Ouais. En plus, la menace, il le fait déjà ça, hein, il a déjà plein de comptes, Ouais, ouais, bien sûr, il y en a plein qui font ça. Même dernièrement, ce qu'ils font, genre, ils envoient leur Sora et il y a des mecs qui peuvent avoir accès à leur Sora, récupérer leur contenu qui a été dupliqué et juste le publier. Donc en fait, Ouais, vraiment, tu as dit oui, ça fait ça. ah ouais, putain, j'ai pas vu, moi j'ai vu avec des mecs plus dans le trading et l'OFM, mais donc en gros, tu as une équipe de clippers, donc tu as, je sais pas, 50 Gugus qui, share, tes, pièces de contenu tous les jours sur TikTok, sauf qu'au bout d'un moment, tu pas assez de pièces de contenu pour continuer à les fournir. Bah, tu te fais un Sora dans lequel tu dupliques, X, dizaines ou centaines de vidéos et tu files ton lien Sora et tes clippers viennent, piochent là-dedans et puis continuent à publier, tu vois? Et ouais. et 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 je suis ultra intrigué de voir la tronche des réseaux dans, 2-3-4 ans et de voir à quel point ça aura un impact et à quel point ça a changé les choses, les dynamiques de consommation et tout, tu vois? Ouais, Mmh. sans C'est difficile à prédire. Le le fait que 80-70, parce que nous, c'est ça notre, notre conviction, c'est que tu auras 70-80% du contenu, même personnel brain, qui sera créé par l'IA et ce sera une commodité. Par contre, à quel point ça va transformer nos sociétés? Parce qu'il y a un sujet, je suis tombé sur un short de Marc Simoncini hier qui disait: «C'est la fin de la vérité». Ça veut dire qu'en fait, là, aujourd'hui, on rentre dans un monde où en fait, si tu fais pas le travail toi-même d'aller vérifier l'information, tu peux plus te baser sur, un compte ou une vidéo, ça va devenir impossible. Du coup, il y aura forcément des conséquences, même politiques. Moi, je pense vraiment que, heu, la stratégie AI d'un politicien dans les années à venir, si tu as pas ton armée d'influenceurs qui viennent distiller tes idées en permanence sur les réseaux, tu vas être invisible et on le voit déjà, nous, à notre petite échelle et tu as des sujets qui peuvent vite dériver vers de la politique et l'impact, mine de rien, que ça peut avoir à scale, je pense qu'on va avoir un scandale, Cambridge Analytica, version AI avatar dans les 5-10 ans.
Donc c'est pour, je sais pas si vous voyez, Cambridge Analytica, c'était la boîte qui avait, aspiré beaucoup de données sur Facebook pour faire du retargeting, pendant les élections de 2016 sur Trump. Et en gros, Zuckerberg était passé au congrès, par la suite parce que, Facebook était un peu une passoire. Et c'est pas impossible que tu aies un équivalent de ça qui serait au final légal parce que ces outils-là sont pas, ce serait pas une misuse de la part des politiciens. Par contre, celui qui le fait pas, potentiellement, il sera invisible. Et je pense que ce sera vrai pour les influenceurs, pour les marques, et on rentre dans l'ère du spam, quoi. Intéressant. Ouais, alors qu'on avait l'impression d'y être déjà, tu vois? Mais Mmh. là, je crois qu'on va on va atteindre, enfin, ça va vraiment être dingue ce qui va se passer et du coup, effectivement, peut-être que le meilleur moyen de pouvoir se présenter au présidentiel et avoir une chance d'être élu, c'est d'avoir une armée de clippers aujourd'hui qui non, mais enfin, sans déconner, tu vois? Qui envoient du contenu, quoi, donc c'est vraiment intéressant. Comment, juste pour revenir, sur le produit, je me pose une question. Si on n'est pas satisfait de la vidéo, c'est comment on peut la retoucher? Moi, admettons, donc déjà, même quand je fonctionne, est-ce que je dois prompter? Comment, par quoi est-ce que je passe pour réussir à avoir une vidéo qui est, valable, dans Argile? Comment ça se passe si elle est pas assez valide pour moi, pour que les gens puissent se projeter, celles de ceux qui voudront essayer ou même, devenir clients? Comment, ça fonctionne un peu à l'intérieur? Alors, en gros, le point d'entrée, c'est un prompt. Donc là, soit tu as déjà une idée de ton script, tu peux le copy-paste et on ne te le modifie pas. Soit tu mets, «Fais-moi une vidéo sur tel sujet». Ensuite, on transforme ce prompt-là en script. Donc, ça va être, le script qui va être généré en audio. Donc typiquement, et là, on te demande, 2-3 trucs. Est-ce que tu veux que ton splitting soit dynamique ou pas? Et cetera, et cetera. On te demande 2-3 informations, les sous-titres, le type de b-roll que tu vas avoir. Est-ce que tu veux, des zoom in, zoom out? Donc ça, c'est tous les sujets d'editing pré-prod. Après, tu cliques sur generate et là, tu as pas directement la vidéo, mais tu passes dans le studio pour valider, en fait, pour faire le last 5-10%. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les environnements de RL, c'est qu'en gros, les IA marchent entre 90 et 100. Mais tu vas jamais avoir du 100. Tu vas toujours vouloir refine, même quand tu utilises ChatGPT sur un texte, potentiellement, tu vas toujours dire: «Ah bah, change-moi ça, change-moi ci». Donc en fait, le challenge quand tu fais un outil comme Argile, c'est de créer l'UX pour rendre la correction d'erreur la moins frictionnelle possible. Ouais D'ailleurs, et même la moins coûteuse pour toi possible aussi parce ouais, que moins c'est coûteuse, et que l'erreur perçue, tu as le CEO de LangChain qui a écrit un article de blog assez pertinent là-dessus. Donc LangChain, c'est un outil pour les développeurs pour faire des agents IA, et il a résumé ça à une équation qui s'appelle le CARE, et je crois que c'est le rapport entre l'erreur de l'IA et le temps pour la corriger et comment tu perçois l'erreur. Donc typiquement, tu vois, dans Cursor, quand tu fais du dev, souvent, bah, l'IA va partir dans une mauvaise branche. En fait, tu peux rollback, tu peux lui dire, «Ça, garde ce truc-là, ça, c'était pas bien». Et en fait, toutes les apps d'IA aujourd'hui, qui marchent bien, sont pensées pour, en fait, toutes les fonctionnalités, tu vas vraiment les penser en te disant: «OK, où je dois mettre l'humain et comment, si l'IA se trompe, typiquement, je sais pas moi, elle split mal le script, comment corriger cette erreur-là? Ou a choisi mal un b-roll, comment corriger cette erreur-là? C'est simple. Donc, c'est vraiment notre schéma de pensée, c'est de se dire: «On essaye d'automatiser le truc au maximum». On sait que c'est théoriquement impossible. La question, c'est comment, quand l'IA se plante, comment tu corriges ça «simplement» entre guillemets, et comment effectivement ça nous coûte pas une blinde, quoi. Et du coup, le product thinking, c'est plutôt comme ça qu'on le pense, plutôt qu'essayer de raisonner, Le retour unlimited? de quoi? C'est retour unlimited? Bah, en gros, on essaye, tu vois, typiquement sur le la les il y a pas mal de trucs sur les b-roll, ils sont facturés que quand tu génères la vidéo finale. Le modèle génère toi qui parles que quand tu es satisfait de ta vidéo. Le seul truc aujourd'hui qui, par exemple, peut être coûteux si tu régénères, c'est l'audio, et du coup, on a un mécanisme où, en fait, on te le facture à la fin, et on a fait les maths pour qu'on retombe, un peu sur nos pattes là-dessus. Donc c'est le seul truc, en fait, que tu es obligé de régénérer pour voir le truc. Donc généralement, je sais pas, ça va être l'intonation d'un mot ou une phrase que tu veux rework, mais justement, on essaye de rendre ça le moins, frictionless possible. Sur certains utilisateurs, intéressant. tu gagnes pas d'argent, ils te font perdre de l'argent, non? On marge sur tous les trucs, enfin sur tous les modèles, on n'est pas à perte. Heu,
Mais Non, dans le non, on il y a essaie justement, on n'a pas envie de tomber dans ce cas. On essaie d'être, les marges sont pas astronomiques, mais par contre, on essaie quand même de pas être en non, dessous bien du bien sûr que tu marges, mais ce que je te dis, c'est que des fois, tu dois av est-ce que tu as des ouais, utilisateurs qui te font qui coûtent plus que ce qu'ils payent? ouais, effectivement, si le mec régénère, 15 fois le projet, après on a des garde-fous là-dessus, parce que du coup, des fois, ça peut être juste un comportement, «malveillant» entre guillemets. Ouais. Mais dans, la loi des grands nombres fait que entre les mecs qui vont utiliser le produit qu'à 30-40, en fait, ça va compenser les mecs qui vont peut-être, déborder un petit peu et au final, tu retournes sur tes pattes, quoi. D'ailleurs, ce qui est drôle sur cette histoire de correction, c'est que quand GPT te fait carnage sur juste deux trois mots, dans Mmh. 90 enfin, dans 100 des cas d'ailleurs, c'est mieux de le corriger toi-même à la mano que de lui Ouais. parce que si tu lui dis: «Je veux que tu corriges ça», bah, il te refait une modification complète et il y a des trucs qui sautent en haut. En fait, c'est enfin, GPT ça devient enfin frérot, GPT-5 c'est une horreur sans nom, c'est grave. Mais donc genre, il y a ce truc-là heu heu, d'autant plus intéressant parce que du coup, comment est-ce que tu fais si genre, si le modèle fait du coup d'autres modifications ou d'autres erreurs qui n'avaient pas été faites sur la version numéro 1 et qui Mmh. du coup amplifie encore plus, la problématique, quoi. Mais tu soulignes vraiment un truc qu'on a eu, là, il y a eu une mode, c'est tout le monde veut faire le curseur 2. Tu vois? Comme il y a eu un peu: «Je suis le Airbnb 2, je suis le Uber 2». Je suis Là, le aujourd'hui, tu as tout toutes les code apps. et Ouais, ouais, c'est mais on a exactement le même truc là depuis 6 mois, depuis l'explosion des lovable cursors. Ils veulent faire le curseur du video editing, le curseur des sales, le curseur du machin. Et en fait, le problème, c'est que le form factor qui marche bien pour les développeurs, donc le form factor à la lovable où tu as ton IDE, voire même ton app qui est render avec ton chat à côté, ça marche bien pour les devs parce que tu peux avoir un truc un peu de vérification dans les deux sens et ça marche bien. La vidéo, si tu veux faire ça à la vidéo, tu te dis: «OK, je vais copier-coller le form factor de curseur», sauf qu'au lieu d'avoir mon code, je vais avoir ma vidéo avec la timeline à la première. En fait, c'est un peu absurde parce que, typiquement, changer un subtitle pour, prendre exactement ton exemple, bah, en fait, c'est plus rapide de cliquer sur subtitle et choisir ton Mmh. subtitle plutôt Ouais, que bien de sûr. taper: «Ah, je veux changer mon subtitle, il est pas assez dynamique». Mais en fait, ça veut dire quoi dynamique? Comment tu interprètes ça? Et tu rentres dans des et c'est ça le challenge, c'est comment bien leverager les outils, enfin, l'approche agentique, parce qu'il y a des trucs quand même assez cool à faire, notamment sur comment, tu choisis bien les b-rolls, ça, tu peux le faire en mode agent. Par contre, swapper, vaut mieux le faire manuellement et c'est toujours cette espèce de curseur entre, bah, là, j'essaye de mettre, un truc un peu en autonome et là, je crée une UX, manuelle parce qu'en fait, c'est complètement con de passer par une conversation pour changer ce truc-là, quoi. ouais. Ouais, ouais, 100. Quand tu as 3 mots genre à changer, tu prends enfin, tu gagnes juste plus de temps, à les taper qu'à repasser par un prompt, ça remodifie enfin, c'est bien sûr. Ouais. OK, trop intéressant. Ça churn comment ça? Ça churn beaucoup, pas beaucoup? Ah non, enfin, ah non, parce que Ah toi du coup, c'est que par des jetons, quoi? ouais, mais Donc même je suis en train de dire une le connerie. content creator par lui-même, le persona, les gens s'arrêtent de créer du contenu. Que tu le veuilles Là, ou non. on a les en gros, les typologies, on a des créateurs de contenu. D'ailleurs, on a un youtubeur, par exemple, lui, je trouve il a vraiment spend beaucoup de crédit. Il nous utilise comme, du coup, un flow dans son truc, c'est qu'il fait des audios de 10 minutes et il utilise Argile pour faire une vidéo, lui, qui parle facecam et après il file ça à ses monteurs et du coup, il a complètement optimisé son flow de création et ses vidéos sont assez quali en bout de course, mais il passe quand même par un montage et en fait, ce qu'il a enlevé dans la chaîne, c'est le fait d'aller en studio et de se tourner. Donc ça, tu vois, ça va être un des premiers use cases. On a un autre use case et ça, on va commencer à faire C'est smart. d'ailleurs des En vrai, c'est une webinaires putain de bonne là-dessus idée et ça, hein. Mmh. ouais, ça, c'est tu vois, c'est un des use cases, et tu commences à avoir pas mal de content Au moins, tu créateurs. sais, genre D'ailleurs, tu peux lire ton script, te concentrer là-dessus, tu es pas obligé de regarder une ligne caméra et tout. Ouais, c'est intelligent ça. Je l'ai vu la vidéo, il y a un mec qui s'appelle Raphaël. Je sais pas si tu vois c'est qui Raphaël, ah j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom. Mais il te connaît et tu lui as donné des crédits. Argile, il m'avait ah oui, montré. oui. OK, bah, c'est la première fois qu'il m'avait montré Argile. J'étais parti faire un paddle avec lui. Il m'a dit: «Ouais, j'utilise Argile et tout machin, regarde», il m'avait montré la vidéo du youtubeur en question, je crois et c'est vachement quali quand tu mets un montage par-dessus et tout, franchement tu fais: «Ah ouais, quand même», tu vois? Donc Putain, trop intéressant ça. ouais, bah, tu esquives la les 150 balles de Podspace, quoi. Exactement.
Donc Et on a un 2e use case méga intéressant et que nous, on va pousser à fond, c'est là, on a un mec, enfin, on en a plusieurs d'ailleurs, qui, en gros, vont voir des gens qui créent pas du contenu. Typiquement, ce mec-là, il va avoir des agents immobiliers. Il en a déjà fait une dizaine. Et en gros, son package, c'est il vend 1 an de contenu, monté, short Insta, et qui poste pour lui. Et en fait, historiquement, il venait donc notre 1er modèle, fallait venir en studio et te faire ta vidéo avatar, et ça, il a même plus besoin de faire ça parce que maintenant, tu peux juste mettre une photo, ça fonctionne. Et après, il fait pour son client, du coup, 365 vidéos, il livre ça. Et du coup, c'est un short par jour. Et c'est assez dingue parce que vu que c'est de la micro-niche locale, pour certains de ses clients, il a généré, par exemple, ça va être, un agent immobilier sur une ville bien spécifique, en périphérie de Marseille. Bah, en fait, vu qu'il y en a pas 15 000, bah, ce mec-là, il s'est mis à faire des shorts. Il fait entre, 2 000 et 10 000 vues par short, donc c'est pas, tu vois, il fait pas des millions de vues. Par contre, ces vues-là, elles sont méga qualifiées. Et il a généré pour son client 500 000 balles de volume d'affaires que par ce truc-là, tu vois? Et Ouais, du coup, je bah, suis c'est pas une étonné, ouais. sorte de nouveau métier qui est en train d'être créé. C'est as une compétence, du coup, tu as même pas besoin d'avoir une compétence de montage parce que nous, on te fait cette partie-là. Mais tu démarches des mecs, des pros, donc ça pourrait être des avocats, des agents immobiliers, des médecins. Tu leur dis, bah, en fait, je vais vous amener du business. Tu vends le truc en one shot, entre 5 et 10 000 balles, donc c'est du service. Et tu livres à 10% du prix. 10% du prix et 10% même pas du temps, parce que du coup, si tu dois faire ça, créer 1 an de content avec un vrai mec, ça coûte une blinde et ça te prend beaucoup de temps. Bah, en fait, là, tu réduis ça et ça te crée de la valeur. Donc, nous, ce qu'on observe, c'est que tu commences à avoir des métiers, des mecs qui créent des business au-dessus d'argile. ouais, très Ah, c'est intéressant. trop intéressant, trop intéressant. OK, bah, pour aller vers le bout de cette discussion, comment tu vois l'avenir? Quels sont les next steps? C'est quoi le plan d'action? Par quoi est-ce que vous allez passer? Comment est-ce qu'on est là, si on est immergé, dans le board à l'heure actuelle? What's up? Là, nous, on est encore dans, enfin, on se considère encore, parce que c'est ça qui est drôle, c'est que on fait du revenu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis tombé sur un short d'un top exec de Lovable qui disait la même chose, qui ils renaient la boîte comme s'ils étaient pré-product market fit, malgré le fait qu'ils font 80 millions derrière. C'est qu'en gros, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vu que tout le monde est sur des sables mouvants aujourd'hui, c'est que les modèles bougent extrêmement vite. Ça s'est pas cristallisé encore, parce que du coup, tu as un modèle de vidéo ou un LLM qui sort tous les 2 mois, et ça donne des nouvelles capacités. Donc en fait, ton produit, il faut que tu puisses le modeler au fil du temps. C'est que du coup, ce qui fait ton succès à l'instant T, fera pas ton succès dans 6 mois. Là où avant, une fois que tu avais ton PMF, tu pouvais scaler, à peu près sur le même truc, tu innovais, mais ton core product restait le même. Nous, là, justement, on essaye enfin, on commence à avoir des bons signaux, mais c'est de trouver le bon angle et la bonne ICP pour aller chercher les dizaines premiers millions d'ARR, et tout en gardant cette vision un peu plus long terme de se dire, OK, en fait, où va le marché? Et où va le marché, c'est où vont les modèles? Et en fait, comment qu'on crée un produit qui est future proof, qui du coup s'améliore au fil du temps par rapport aux nouveaux modèles qui sortent. Et ça, c'est Sam Altman qui avait sorti ça d'ailleurs. Faut surtout pas faire l'erreur quand on fait un produit AI de faire un truc qui corrige des manquements des modèles. Tu vois, exemple, tu vois, sur GPT, ça marche pas, et tu dis, ah, ok, bah en fait, j'ai trouvé un hack en chaînant 2 LLM, et en rajoutant une autre step, ça corrige ce truc-là. Bah, souvent, quand tu fais ça, tu as OpenAI qui va sortir un nouveau modèle, et en fait, sur quoi tu as bâti ton truc, il est déjà obsolète 2 mois après. Moi, ça me Et du coup, casserait les couilles ça, hein. de Genre, quoi? c'est fatigant, tu là tous les 3 mois, tu pas bien, oh dès que, OpenAI ils sortent un truc, live stream, tomorrow, tu as le cœur qui tremble. Non mais c'est relou quoi. Tu vois? Genre tu peux pas construire du produit sainement, comme tu as dit, tu es toujours sur des sables mouvants, tu sais jamais ce qui va se passer, tu vois? Je sais pas, moi ça me ferait pas kiffer quoi. Mais justement, là, on a moins on était vraiment dans ce case-là il y a 1 an et demi, et ça, c'est un truc qui nous a fait sortir de ça. Et là, aujourd'hui, toutes les releases, tu vois, quand VO3 est sorti, quand Sora 2 est sorti, en fait, la question, c'est: OK, comment on intègre ça bien? Et du coup, ça rend le produit encore plus attractif. Et du coup, il faut plutôt, si tu pars du principe que les modèles vont être, en fait,
je pense que n'importe quel mec qui conçoit l'IA aujourd'hui, c'est se dire que dans le futur, les modèles seront parfaitement contrôlables. Tu vois, sur les vidéos, c'est aujourd'hui, ce qui manque, ça va être les contrôles de caméra, la durée de la vidéo, la consistance des caractères, etc. Bah, en fait, ça, c'est des problèmes qui vont être craqués. Donc, en fait, si tu as créé un produit pour compenser ça, tu vas être mort dans 6 mois. Par contre, si tu pars de ce principe et que tu sais que ça va arriver, bah, en fait, ton product thinking il est différent. Et là, tu es moins tremblant quand il y a une nouvelle release, quoi. Ouais, c'est vrai. OK, trop clair. Kylian, des questions? Bah, ouais, on parlait du churn, on n'a pas répondu, est-ce que ça churn, Ça dépend vraiment des cohortes et des personas, mais sur la vidéo, et d'ailleurs, je crois que c'est à peu près même sur les outils de coding, c'est entre, je crois que Lovable, ils avaient sorti la version, c'est entre 20 et 25% de churn. Mmh. Donc nous, par cohorte, on oscille entre ces valeurs-là et un peu plus haut. Mais on pense qu'on est encore dans une phase justement de construction, donc c'est pas dramatique, c'est compensé par les nouveaux entrants. Mais je pense que toutes les boîtes sont dans cette situation-là, en fait, où tu as Ouais, pas, toutes les boîtes IA, ouais. ouais, c'est ça, Ouais, c'est que c'est sûr. ta capacité à créer de la stickiness, c'est d'être véloce en termes de construction, et ce qui fait ton moat, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le moat, c'est les douves. C'est ce qui fait ta défensabilité. Avant, la douve, ça pouvait être tes utilisateurs, ton produit, etc. Aujourd'hui, c'est rare, enfin, actuellement, c'est rarement le produit parce que ça bouge trop vite. Du coup, ce qui fait qu'une boîte marche bien, c'est sa capacité à garder la pace, la vélocité at scale. Et un Cursor, par exemple, ils ont continué à scaler, mais en fait, ils shippent tous les 2-3 jours. Lovable, pareil. Eleven pareil. C'est des Ouais. boîtes qui sont montées à 100-200 millions d'ARR et pourtant, elles shippent comme des startups. Ouais, ça arrête Et, pas de chip, ouais. et ça, c'est mine de rien, malgré le fait qu'il y ait le vibe coding, etc., si tu n'as pas une équipe tech et une culture engineering très forte dès le départ, tu vas vite te prendre le mur parce qu'en fait, c'est dur de scaler de la bonne ingénierie. Même si tu arrives à bien leverager les AI, il faut bien avoir pensé ce truc-là, et scaler un truc sur des millions d'users, c'est pas, ça reste pas simple, quoi. Bah, ouais, c'est sûr, hein. Non, c'est sûr. Non, mais c'est ben, OK. Non, mais c'est hyper important de mais de toute façon, ton persona, le content creator, par défaut, il churn, hein. C'est pas par défaut, les gens s'arrêtent de créer du contenu. Tout à fait. Genre, tout le monde a à peu près le même churn, Submagic, tu vois? Moi, j'étais le tout premier client de Submagic, donc 1re personne qui a passé la CB sur Submagic, Puis c'est c'est des moi. pinces aussi. Puis frérot, c'est des pinces aussi. Genre Ouais, c'est un petit peu des pinces, ouais. non, mais c'est un marché de mecs qui, en général, quand tu commences à faire de la créa de contenu, tu pas d'argent, tu essaies de tout optimiser, de diminuer chaque frais. Donc, tu vois, c'est des mecs qui peuvent être aussi un peu greedy sur le fait de: «OK, je vais spend un peu d'argent pour avoir une vidéo générée». Ils vont peut-être en faire une, ils vont la reprendre, un peu de la réutiliser. Mmh. Ouais, c'est un personnage qui, d'instinct, doit churn, quoi. Bah, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on target de plus en plus des. En fait, quand on dit content creator, c'est aujourd'hui, typiquement, l'avocat qui veut faire du contenu sur Insta, c'est pour servir son business. Et du coup, là, tu as beaucoup plus de stickiness parce que Bien sûr. le mec, il a pas envie de devenir youtubeur, il veut juste être visible dans sa ville ou dans sa région. Et du coup, là, les mecs, par exemple, qui vont prendre des plans yearly, c'est justement plutôt des mecs comme ça qui créent, qui sait qu'ils doivent créer du content un peu long terme. Et quand tu es une boîte, aller payer 150 balles par mois pour t'amener des leads, le ROI, il est vite calculé, quoi. Ah ouais, non, ça, c'est sûr. Mais la Non. folie, du coup, de pouvoir enfin, tu m'as donné, tu m'as donné cet exemple de ce fameux gars qui du coup vendait, un content par jour sur l'année là, stylé de qu'est-ce que tu penses de créer genre un peu une équipe de gars comme ça qui pourraient faire de la croissance externe où en gros, ben, eux le deal c'est qu'ils prennent ces clients-là qui sont des clients vraiment, intéressants pour toi parce qu'ils vont rester avec toi sur le vrai long terme et ils te les ramènent. Qu'est-ce que est-ce que vous avez des idées de croissance externe un peu de cette manière, pour aller, parce que C'est je trouve que c'est clairement. vraiment intéressant comme truc. Ouais, en fait, on veut surtout pas tomber dans le piège de commencer à faire du service et manager des boîtes qui font du service. Ouais. C'est pour ça qu'on est plutôt en train d'essayer de créer l'écosystème pour permettre à des gens de faire ça. Là, mon associé fait un premier webinaire, je crois que c'est demain d'ailleurs, sur justement essayer de montrer comment ce mec-là a fait Mmh. et de créer les clés. Donc après, je pense qu'effectivement, on fera peut-être un peu comme, tu vois, Notion et tous les
tous les SaaS bien faits ont créé ces histoires d'ambassadeurs où, tu as un peu le tampon du truc qui te dit, le mec a été formé pour faire ce truc-là. Mais effectivement, il y a peut-être un monde où on trouve un moyen de faire la croissance externe comme ça en répliquant le modèle parce que ce truc-là, il est C'est trop c'est simple. débile, hein, c'est Ouais, bien pas sûr, bien sûr. Mais tu vois, je me dis un peu comme un Yomi et Shopify. Yomi, ouais. genre, enfin, les volumes qu'il a ramenés à Shopify, c'est genre, Il prend combien Yomi en affilié avec Shopify? je peux aller je peux pas dire. Il prend beaucoup, non? Ouais, il prend des tonnes, enfin, même moi, j'ai pas eu le pourcentage précis, mais quand je discutais, enfin, j'ai eu des ouais, genre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et enfin, Shopify, c'est une très, très grosse boîte, tu vois? Et genre, ils m'ont dit: «Mec, quand on s'assoit au board et qu'on parle avec Shopify, les mecs, ils nous genre» en fait, le niveau le niveau de sérieux que les mecs emploient à garder cette relation avec lui, juste ça, c'est une preuve que enfin, on parle de gros volume, quoi, tu vois? Ouais. Et en fait, un peu de cette manière, tu vois, si tu arrives à créer ou à pousser cet influenceur qui, par exemple, va vendre de la formation pour apprendre à des gens à faire ce nouveau style de métier qui est un truc qui peut boomer, qui peut exploser de malade. Si tu arrives à faire monter genre un gros influx, bon, pas forcément à la Yomi, mais un mec qui, enfin, ça peut vraiment être des volumes de dingue, tu vois? En mode, vas-y, Ouais. il y aura le plan d'action, genre, il est simple. Prospecte tes clients comme ça, utilise, Argile, voici comment sortir les listes de vidéos, voici comment les vendre. Bah, Ça, c'est la 2e plus grosse communauté de school, c'est un mec, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Anthony Sirius et il a monté une communauté de school où en gros il dit, «Bon, vous payez 97 par mois. Moi, je vais vous apprendre à générer du contenu avec l'IA, heu, dans ma communauté et vous allez faire des vues avec ce contenu et vous allez revendre cette formation» et du coup, et il bah, a gagné les genre, il a gagné les School Games, ouais, 3 il fait genre ou avec 3 ou là, 4 fois. il a la 2e plus grosse communauté de school, il fait genre 400 000 par mois. Bon après, il doit payer ses affiliés et cetera, mais tu vois, Anthony Cyrus, il a ramené des dizaines de milliers de non, Ouais. pas Il des a dizaines, il non, non, des milliers de clients. il a, ouais, il a oscillé entre enfin, il a entre 2 000 et 4 000 membres sur, Voilà, des sur School. milliers de clients. Mais ça Heu, fait 4 000 mecs qui peuvent utiliser, Argile, tu vois? Enfin, potentiellement, quoi. ouais, ouais, Donc je pense que c'est intéressant, genre de communauté. ouais. Donc ouais. Donc ça, c'est un je pense que ça peut être une bonne strat d'acquise, quoi, tu vois? Bon après la commu de Cyrus, je sais pas s'ils se peineraient en crédit sur Argile parce qu'ils cherchent tout gratuit mais Ouais, ouais. mais si l'onboarding il est bon et tout, enfin, même avoir 4 000 clients one shot, tu craches pas dessus, tu vois? Enfin, je veux dire, si le produit genre, enfin, Ouais, tu ouais, vois, sur les 4 000, tu en gardes ne serait-ce que 10%, 5%, 2%, ouais, sans 100. plus. Ouais, ouais. Bon, c'était trop bien et bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un truc à partager, un mot de fin, une promotion, une pub, quoi que ce soit? Non, bah, écoutez, allez sur Agile, tester le produit, hein, je pourrais pas, vendre autre chose. Trop stylé. On mettra le lien juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps encore une fois, c'était trop, trop bien. Pensez à regarder aussi l'épisode qu'on a fait, avec Brivael sur, YC. C'est l'un des seuls Français cocorico qui, a fait YC, donc il faut checker ça et c'est du contenu qui est trop stylé. Merci beaucoup de nous suivre. Pensez à liker, vous abonner, commenter et on se dit à très vite sur Open Source pour un nouvel épisode. See you there. Ciao. Bye bye.